Les eaux rouges. Le combat entre les Éophores et les Avengorii avait vite sombré dans la sauvagerie. Pour les Sigmarites, c'était une bataille contre les créatures repoussantes et impies des ténèbres. Loka-Vai, quant à elle, avait en tête une forme plus sinistre de châtiment pour les mortels. Lorsque l'arbalète de Chakana étincela et que la tête de chauve-souris devant elle disparut dans un éclair, elle eut le temps de blâmer un destin sans cœur. Ce n'était au départ qu'une simple opération de sauvetage qui avait éloigné les cerfs noirs, les champions des éternels de l'orage qui combattaient aux côtés de la légende Niv Blacktalon, et un détachement d'Éophores, du gros de la croisade de la comète. Le métallite sur lequel se tenait l'aqualite principal de la croisade avait été pris dans un vent de soufre violent venant du golfe moite, qui l'avait dévié de sa course. Certains mortels murmuraient que les Idonètes les avaient encore trahis, même s'ils ne le faisaient jamais à portée d'oreille de Loraï, la sorcière des mers elfiques et alliée des cerfs noirs. Dans l'esprit de Chakana, le rétablissement aurait été plus facile si tant d'Éophores n'avaient pas retiré les roues de leurs attelages à vapeur pour apaiser la pontifex Zenestra et ses zélotes. Mais ce n'était pas aux éternels de parler de ces choses-là. Toutefois, elle avait vu les bêtes vampiriques s'agréer autour d'une tour de guet dans le soir éclairé par la braise d'Akshi. Niv les avait vues elle aussi. La chevalier Zéphyros avait beaucoup insisté. La croisade avançait en terrain hostile. L'odeur du sang allait inévitablement emplir l'air autour d'eux. Laisser ces morts vivants derrière eux, sans une démonstration de force sigmarite pour les dissuader, c'était inviter un désastre. D'autant que certaines créatures tournoyaient déjà autour du métallite errant comme il dérivait vers la tour. Chakana reconnaissait la logique de Niv, mais il y avait dans sa voix une envie de combat qui mettait la tireuse d'élite mal à l'aise. Les bêtes s'étaient donc mises en mouvement et les croisés mortels récitaient leur liturgie. Des liturgies qui devinrent vite des cris quand les morts-vivants bondirent. Épaulant son arbalète et se préparant à un nouveau tir, Chakana vit Henrik et Rostus exercer des représailles contre un rejeton de vampires difformes. Le loup d'argent entailla les membres du monstre avec sa mesure et sa précision typiques, tandis que le marteau de Rostus lui fracassait le torse. Mais quand une bête tombait, une autre s'élevait dans une tornade d'ailes et de lames, et la peur envahissait le champ de bataille. La reine vampire jaillit d'une masse d'Éophores dans une explosion de sang. Des ailes disgracieuses la soulevèrent du sol tandis qu'elle déchirait en deux un mortel qui se débattait. Au lieu de replonger dans la mêlée, le monstre s'éleva encore, tel un aigle abominable, suivant une trajectoire vers l'aqualite posée sur le métallite. Un nœud à l'estomac en réalisant ce qui se passait, Chakana mit son arbalète en joue et lâcha un trait crépitant. Il éclata contre l'aile de la vampire mutante, la brûlant sans la ralentir. Les vents éthériques soufflèrent autour de l'armure de Chakana tandis qu'un filet d'or fendait l'air. En un clin d'œil, Niv était accroupie sur un rocher du métallite. Un autre clin d'œil, elle avait bondi encore plus haut. Alors que la vampire plongeait son poing dans l'aqualite et crachait quelques incantations, la chevalier Zéphyros logea ses haches dans le flanc de son adversaire. De la fumée coula de la blessure quand Niv arracha ses lames et frappa de nouveau. L'acier sonna quand l'épée de la vampire heurta ses haches, tandis que le métal choquait le métal dans des gerbes d'étincelles et qu'une pression moite et sinistre appesantissait l'air,
Chacana entendit une raillerie tomber des lèvres de la vampire. « Tu vas souffrir comme les miens et moi avons souffert !» Poussant un dernier hurlement, la vampire libéra son bras de l'appareil. Nive, quant à elle, puisa dans ses réserves de force, abattant ses bras dans une tornade de coups pour briser les défenses de la créature. Mais malgré toute sa fureur et sa vaillance, elle ne parvint pas à vaincre la bête, ni à éviter le poing qui la frappa au ventre. Sa hache expulsée de sa main, Nive fut projetée en arrière et lutta pour se rattraper au bord du métallite. Un bref instant, il sembla que la vampire, dont les traits de porcelaine étaient souillés de bave sanguinolente, allait fondre sur elle. Lorsque Vaille se tassa pour bondir, une hache rouge à l'horizon retint son attention. Plus que sa vue, c'est son sixième sens qui l'informa de la nature de la manifestation. Le fort pourpre venait d'arriver, et le faire attendre serait une marque intolérable de déshonneur. Du moins, c'était ce qu'elle se disait. Cela valait mieux que d'y voir l'opportunité de ne pas sombrer dans une démence sauvage. En un battement d'ailes, Vaille reprit son envol et plana sur les vents nocturnes vers les montagnes. Dans un concert de cris stridents, sa nichée suivit sa matriarche, même si de nombreuses bêtes rechignaient à cesser de massacrer leurs proies silmarites. Chacana imaginait bien que Nive s'apprêtait à donner la chasse à sa cible. Hendrik abandonna son attitude de compromis et aboya pour lui intimer de se retenir. Chacana soupira, posa son arbalète et s'autorisa un moment pour s'accroupir et reprendre son souffle, tandis qu'une bande d'éophores venait saisir les grandes chaînes qui pendaient du métallite pour entamer le long processus de le tirer plus près du sol desséché. Le temps que Chacana se retourne pour réprimander Nive, celle-ci jetait déjà un regard noir. Au lieu de parler, la tireuse d'élite baissa les yeux sur l'aqualite. Il saignait. Le terme métallite décrit les îles flottantes qui dérivent dans les royaumes mortels. Ce sont des créations de la magie, dotées de propriétés gravitationnelles qui contredisent leur environnement, ce qui a conduit certains mortels astucieux à les exploiter d'une manière ou d'une autre. Parfois, un métallite sera assez grand pour qu'on s'y installe, mais le plus souvent, il sert à transporter des biens et des structures préfabriquées dont une croisade a besoin pour établir rapidement un avant-poste. Tirés par des fidèles, des machines ou des bêtes de somme, beaucoup semblent posséder une volonté propre. Et si on ne les canalise pas, ils peuvent partir errer dans des étendues hostiles. Une soif atroce. Les Avengori étaient partis. Mais ce n'était pas vraiment une victoire pour les éophores. Quand la lumière rouge du matin filtra sur les plaines de feu, l'ampleur du désastre apparut progressivement. L'aqualite principale était corrompue. L'eau se raréfiait et le vaste aride portait bien son nom. Même le plus sot des tire-brandons savait que le décret imposant que le compte-rendu des cerfs noirs se tienne en public avait tous les aspects d'un procès. S'il était supervisé par Nomus Ashtar, le chef suppléant de la croisade depuis le martyre du maréchal Malcorne, à Bristrève, il suffisait de voir la marque de roue sur son front et la cadence prêcheuse de sa voix pour comprendre qui était son véritable maître. La pontifex Zenestra présidait depuis sa litière, et Ashtar exigea des récits de la bataille contre les vampires et de la corruption de l'aqualite, corruption qui défiait les efforts de purification les plus intenses. Il débordait de questions, mais une en particulier fit mouche. Même s'il n'oserait jamais douter des élus de Sigmar,
Quel genre de devoir aurait pu obliger Nive à détourner le commandement du détachement de ses officiers légitimes et à l'envoyer au combat ? Pour de nombreux témoins, cette dernière remarque fut la goutte d'eau de trop. Le pommeau du grand marteau de Rostus Oxenhammer, le plus optimiste des cerfs noirs, fit un bruit sourd en heurtant la terre sèche quand il se leva. Une fureur loyale brûlait dans son regard. Sans hésiter, Rostus se lança dans une plaidoirie passionnée. Certes, la décision d'attaquer prise par Nive avait eu un coup inattendu, mais même l'honorable pontifex Zenestra n'avait pas prévu de croiser un vampire aussi puissant que la matriarche des Avengori aussi loin de leur terrain de chasse en Gour. Voyant que la situation dégénérait, Chakana s'immisça pour faire remarquer que les morts vivants avaient été clairement découragés de menacer la croisade. Et il valait mieux souffrir une bataille que d'être harcelé en permanence. Nombre des zéophores laïcs approuvaient, des vétérans des Guildes franches qui avaient vu l'ascension du culte de la roue de Zenestra d'un mauvais œil. Des disputes éclatèrent entre ces éléments et les fidèles de la pontifex, enflammant des tensions qui couvaient depuis bien longtemps. Pendant ce temps, Nive supportait les médisances et les éloges avec la patience des immortels. Mais peu à peu, son bras fut pris du plus léger des tremblements, et son doigt se mit à tapoter la poignée de sa hache. Cela provoqua un échange de regards entre Hendrix et Lorail, avant que le loup d'argent s'avance et fasse taire la clameur d'un seul ordre. Les Éternels avaient délivré les croisés de la horde de Trogoth, dit-il. Ils avaient repoussé les Idonètes vers eux et aidé les mortels à traverser les désolations capillariennes. Mais le dieu roi les avait créés pour être des chasseurs, pas des gardes du corps. Et Ashtar avait peut-être vu juste en disant que ce devoir avait été détourné. Les cerfs noirs étaient de tout cœur avec les zéophores, mais ils devaient les quitter immédiatement. Cette décision unilatérale fit grimacer Nive. L'air semblait crépiter autour des deux éternels, au point que Zenestra se redressa dans son palanquin et fronça les sourcils. Finalement, la chevalier Zéphyros céda. Après un bref hochement de tête et un dernier regard acéré à la pontifex, Nive se tourna et se dirigea vers les étendues rouges, la cape gonflée par le vent. Ses cerfs noirs la suivirent, s'éloignant du camp sans même un regard en arrière. L'oraille de l'abysse fermait la marche de la coterie, dérivant avec ses familiers aquatiques. En faisant de la sorte, l'elfe leva le doigt et traça vivement une rune dans l'air. Un tourbillon de poussière et de cendres chaudes souffla, comme s'il avait été retenu par des courants de force invisibles, et sembla avaler jusqu'à l'armure dorée des Éternels, masquant à la vue des croisés qui observaient la scène. Quand il fut passé, les cerfs noirs n'étaient plus là. L'impitoyable Akshi. Leurs alliés partis, les Zéophores devaient s'occuper seuls de l'aqualite. Ce n'était pas le seul de ces objets qu'ils possédaient, mais c'était de loin le plus généreux. Et sa perte était un problème immédiat en termes de ravitaillement. Les mortels qui tentaient de boire le sang qui s'en déversait voyaient leur corps gonfler tandis qu'ils s'étouffaient et leur peau enflée et virée au rougeâtre. Les lignes d'approvisionnement n'étant plus du tout assurées, les devins de guerre de l'ordre des logisticiens insistaient sur le fait que le plan initial, passer à l'est, traverser les hordes de vermines qui infistaient le pied de la chaîne adamantine avant de trouver une côte où s'installer, était pure folie. Le transport sur roues aurait pu leur faciliter le passage, mais les cultistes de Zenestra n'étaient pas d'accord. Le vaste aride ne cédait pas facilement son eau,
et boire les embruns acides du golfe moite était fatal, même aux Akchiens à l'estomac mieux accroché. La solution proposée par Ashtar, et donc celle de la Pontifex Zenestra, consistait en plus de prières, plus de fanatisme, plus de dévouement servile au culte de la roue. Espérant attiser la foi par la souffrance, le maréchal suppléant n'hésita pas à mettre en place un sévère rationnement de l'eau. Chez certains croisés, cette privation épuisante nourrit effectivement le feu de la conviction. Ils étaient de plus en plus nombreux à se regrouper autour des prêtres de bataille pour avoir leur bénédiction et pour se parer d'insignes de la roue sacrée. Car n'était-ce pas ces miracles qui les avaient sauvés de la déroute de Bristrève ? Mais beaucoup des hauts-forts, ceux qui avaient pris la défense de Nive et d'autres qu'ils avaient convaincus, doutaient de l'agressivité accrue des fous de la roue. Ils voyaient l'exaltation qui enflait dans les rangs comme le préambule d'une tentative de coup d'État par Zenestra et ses acolytes. En vérité, nombre d'entre eux avaient nourri pareille pensée depuis le départ de la première maréchale Védra. Certains soupçonnaient même des machinations des alliés de Zenestra au grand conclave. Ironiquement, ces croisés étant des soldats très aguerris, ils gravitèrent naturellement autour d'un personnage tout juste diplômé de l'académie martiale de Amerol Aksha, un jeune officier du 14e échelon d'artillerie des taureaux de plomb, du nom de Tengist Smold. Un gamin, à peine assez vieux pour accepter le dernier Malleus, et rejoindre la croisade qui avait néanmoins un talon prononcé pour s'attirer des soutiens. Selon les rumeurs, il courait dans les colonnes exténuées, dont l'origine n'avait jamais été identifiée. Il était le fils illégitime de Malcorne et qu'on l'avait préservé du terrible martyre de Bristrève. Il y avait assurément un air de famille entre ces deux-là, suffisamment pour intriguer les fidèles du vieux maréchal. Ils furent encore plus convaincus lorsque, malgré son jeune âge, Smold ne se montra pas moins réticent à affronter verbalement Ashtar et Zenestra que sa tête de mule de père. Au fil des jours passés à piétiner et à subir les assauts de l'incertitude, l'insistance de Smold pour qu'il fasse demi-tour afin de trouver la première maréchale Védra et ses renforts, voire retourner purement et simplement à Amerol, devint un cri de ralliement pour les croisés qui n'avaient pas été endoctrinés par le culte de la roue. Les fanatiques de Zenestra répondaient en accusant les partisans de Smold de couardise et de manquement au devoir. Pour qui se prenait-il pour remettre en cause la direction dans laquelle tournait la grande roue, ou la manière dont ses dévots se sacrifiaient à elle. De plus en plus de cohortes et de bataillons furent la proie de luttes intestines qui frisaient trop souvent l'accès de violence. La tension était aggravée par le fait qu'à cause des restrictions d'eau, un nombre croissant de croisés se servaient dans les réserves de grog ardent et de bière de Magmalt. On n'attendait plus qu'une chose, que l'éruption se produise.